Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Pour votre information. Très content de vous y accueillir. J'espère que vous allez bien à la maison. Avec aujourd'hui Nicolas Vincent Poirier qui viendra nous parler d'un des succès déjà après quelques jours au cinéma assuré, L'Arracheuse de temps, film de l'imaginaire de Fred Pellerin. Aussi, on aura l'opportunité de bavarder mode avec Valérie Laflamme, des petits conseils à l'approche du temps des fêtes pour être un peu plus tendance que de remettre encore le même kit depuis les 5-6 dernières années. Aussi, on aura l'occasion de bavarder avec une initiative numérique pour les entreprises québécoises avec M. Marc Lapointe. De même aussi que deux citoyens engagés du territoire lavallois qui veulent sauver le boisé d'Auteuil. Également, on aura aussi l'opportunité de bavarder avec une jeune lavalloise qui s'est distinguée dans une compétition culinaire de haut niveau. Je vous souhaite une très bonne émission. C'est une compétition qui se tenait tout récemment et on pourra voir les tenants et aboutissants de façon virtuelle le 7 décembre prochain. Une jeune lavalloise qui, avec son collègue, s'est distinguée au Port Chaud, qui est avec nous en présentiel, Julie Nguyen. Salut! Oui, bonjour. Merci d'être là. Et de façon virtuelle, donc, c'est Mme Marie-Ève Lepage-Boudreau qui est coordonnatrice du Port Chaud. Bonjour aussi à vous. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Je vais me tourner vers vous, Mme Lepage-Boudreau. Qu'est-ce que c'est le Port Chaud? Oui, en fait, le Port Chaud, c'est un événement conférence qui réunit tous les partenaires de la filière, de l'élevage à la consommation. Le Port Chaud, c'est vraiment un événement pour permettre de s'outiller et de mieux relever les défis quotidiens du domaine. Et puis également, là, c'est l'occasion de célébrer et de promouvoir l'excellence du produit du port du Québec. Oui, bien, c'est une très belle occasion de le faire. Puis là, évidemment, il y a, Julie, je vais venir à toi dans quelques minutes, mais juste avant, comment ça fonctionnait là, pour ce qui est de ce Port Chaud? Qu'est-ce qu'on exigeait aux candidats et candidates également? En fait, c'est une collaboration avec l'ITHQ qui a lieu depuis, c'était la 6e année, en fait, cette année. Donc, le concours était réservé aux étudiants de la cuisine supérieure de l'ITHQ, donc de ce programme-là. Donc, c'est 12 étudiants qui ont participé la semaine du 26 octobre dernier à la préparation de 2 plats, donc le rib tips et le carré de porc qui étaient les produits à cuisiner. C'est ça, les 2 plats donc à confectionner puis à être original, j'imagine, créatif pour les différents candidats. Puis Julie, ben, tu es la gagnante avec ton collègue qu'on salue aussi, Christopher Daou. Premièrement, bravo, tu sais, évidemment, pour cette excellence-là. Et pourquoi c'est important pour toi de participer à cette compétition-là? Mais en fait, c'était vraiment pour mettre en valeur un produit québécois. La fierté québécoise sont là. C'est ça, mettre en valeur ce produit-là, mais aussi travailler sur la créativité, essayer de réfléchir la viande d'une manière différente. Donc, c'était vraiment fun de pouvoir travailler ce produit sous différentes manières. Oui. Puis, est-ce que vous avez confectionné peut-être, en fait, de quel plat vous avez réussi à faire là, avec, entre autres, le rib tips et le carré de porc, là, pour vous distinguer? Là? Ouais. Comment vous l'avez amalgamé comme ça? Donc, le carré de porc, on l'a fait en croûte. Okay. On l'a fait en croûte de noix, d'herbe et de panko. Et on l'a servi avec une purée de chou-fleur au citron, des choux de Bruxelles et... on a fait une sauce aux prunes umeboshi. OK. Et les rib tips, on les a cuits à une cuisson lente, comme un peu barbecue. Et on les a servis avec des gailan, donc des brocolis chinois, et une petite sauce au canneberge. On est loin de, puis j'enlève rien à ma grand-maman, mais on est loin du rôti de porc ou de la côtelette de porc, hein? On est vraiment loin de ça. Et donc, tu es un peu comme, si j'ai l'impression, parce qu'on a jasé ensemble avant d'ouvrir les caméras, puis tu es d'origine vietnamienne. Ouais. Donc, on a un peu comme amalgamé tes deux cultures, c'est-à-dire québécoise et aussi vietnamienne. C'était important pour toi de mixer les deux, de faire un mélange des deux? Oui, bien en fait, vu que j'ai grandi dans une famille vietnamienne, c'est des saveurs avec lesquelles j'apprivoise depuis que je suis toute jeune. Et récemment, je me suis vraiment intéressée à la culture japonaise et à la culture chinoise.
Donc, c'est vraiment de la bouffe que j'aime, c'est les saveurs que j'aime, que je connais. Et mon partenaire aussi, Christopher, lui aussi, il est vietnamien, donc c'est des saveurs familières. C'est ça, puis vous êtes donc habitué de cuisiner à la maison. Vous avez vu vos parents cuisiner avec ces saveurs-là également, là. Donc c'était comme une évidence de faire ça les deux. Puis là, vous avez remporté, d'ailleurs, félicitations à nouveau pour la bourse d'argent de 1 500 $. Parmi, il y avait plusieurs milliers de dollars, mais parmi le top 3, vous étiez donc en première position, donc à 1 500 $. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça, cette bourse-là, quand même intéressante pour vous, là? Oui, bien en fait, la bourse, je l'ai séparée en deux. La première moitié, je l'ai donnée à une fondation qui vient en aide aux jeunes un peu en détresse. Wow! Et la deuxième moitié, je la garde en réserve pour des futurs projets. Bien, bravo pour aussi ce don de soi, d'avoir donné une fondation aussi pour des jeunes quand même. Je trouve ça très, très grand comme acte. Puis, est-ce que pour toi, ce sera un jour de peut-être avoir un restaurant? Est-ce que c'est une ambition? Je sais qu'on est peut-être loin de ça, là. Il faut que tu es présentement encore aux études, mais quand même, éventuellement. Ben oui, donc c'est sûr que j'aimerais ça ouvrir un restaurant avec des amis de la famille. Un restaurant qui met en valeur ma culture, mais aussi les produits québécois. Et aussi, j'aimerais ça miser sur éviter le gaspillage, utiliser des produits locaux, de saison. Donc, ce serait un menu qui changerait au gré des saisons. Et qu'est-ce que tu as découvert du porc? Tu sais, je disais le rôti de porc, les côtelettes de porc, c'est correct, là. On aime ça chez nous, au Québec, là, tu sais, mais si on veut découvrir le porc de façon différente, toi qui l'as vraiment cuisiné de façon créative et originale, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui écoutent actuellement, que tu as découvert en faisant la compétition? Oui, mais en fait, quelques jours avant la compétition, il y a un boucher qui est venu nous parler à toute la classe. Il a vraiment défait un porc entier. On a vu toutes les coupes. Il y a toutes sortes de cuissons qu'on peut faire. Il y a des braisés, il y a des sautés, des rôtis. C'est vraiment une viande qu'on peut apprêter de manière différente. Très versatile. Oui, très, très versatile. Ouais. Intéressant. Et on a encore un petit peu de temps, Madame donc Lepage-Boudreau. Puis pour ce qui est des lauréats, puis de comprendre puis de pouvoir aussi donc voir les recettes de nos gagnantes et gagnants, de quelle façon on peut faire là, pour les gens qui nous regardent actuellement? Oui, absolument. En fait, à compter du 7 décembre prochain, les recettes gagnantes vont être dévoilées. Et puis, elles vont être disponibles là, sur le site Internet du Porc Chaud, donc leporcschaud.com, pour accéder aux recettes de l'équipe gagnante de cette année, mais également des dernières années. OK. Et évidemment, la compétition se tiendra, j'imagine, l'an prochain. On pourra se reparler avec grand plaisir. Puis je vous le souhaite pour cette prochaine édition, que ce soit en présentiel et non virtuel pour les gens qui nous écoutent actuellement. Parce que juste de dire le mot présentiel, on a une petite écœurantite aiguë et virtuelle. Et tout le vocabulaire pandémique, je vais l'entourer comme ça, là, largement. Un grand plaisir, un grand merci d'être passé nous voir. Autant Julienne Guyenne, félicitations à nouveau. Vraiment pour cette belle compétition. Puis on souhaite te voir dans un grand restaurant lavallois, parce que tu es lavalloise d'origine, bien sûr, et te voir bientôt nous inviter à une table avec ton menu bien à toi. Et Madame Lepage-Boudreau, merci beaucoup aussi de nous avoir parlé. Merci à vous. Merci. J'ai avec nous Mme Mélanie Frégault, des Amis du Boisé-l'Auteuil, et David Théberge-Baudin, aussi des Amis du Boisé-l'Auteuil. Bonjour à vous deux, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Merci, ça fait plaisir. Évidemment, peut-être que les gens ont vu ces derniers mois dans l'actualité passée et aussi compris que la Ville de Laval s'est portée acquéreur donc d'une partie du Boisé d'Auteuil, mais ce n'est pas terminé parce qu'il faut rappeler un peu les événements. Et je vais me tourner vers toi, David. Comment est née là, cette histoire de mobilisation et de pétition également pour les Amis du Boisé-l'Auteuil? Tout a commencé suite à un commentaire de Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier sur sa page Facebook le 30 mars qui disait qu'elle avait acheté des parties du Boisé d'Auteuil. Suite à son commentaire, nous, on a fait des recherches, puis on s'est rendu compte que le Boisé, à côté de chez nous, au bout de Bailly puis Bergeron, c'était 1 million de pieds carrés avant. La Ville n'a acheté 60 %, ce qui laissait 40 %, deux poches de 20 % possibles à du développement immobilier. Là, quand on s'est rendu compte de ça, en fouillant sur Remax, on a découvert un projet de 21 maisons.
Puis là, on s'est dit, mon Dieu, on l'aime, ce boisé-là, parce qu'il est dans nos vies depuis les 30 dernières années. On fait de la raquette, du patin, du ski de fond, il y a beaucoup d'oiseaux. On y tient à cœur. Les familles, c'est vraiment du secteur, c'est devenu leur deuxième demeure, ni plus ni moins, je pense. Là. Oui, exactement. Puis on s'est dit, il ne faut pas laisser ça là. Fait qu'on a commencé à faire du porte-à-porte pour sonder les gens, à savoir s'ils voulaient qu'on le sauve ou si on laisse les choses aller. Puis ça a été unanime, ils voulaient qu'on le sauve. Fait qu'on a fait une pétition que Mélanie a fait. Puis c'est ça. Mais comment ça s'est passé sur le terrain? Je me tourne vers toi, Mélanie. Lorsque vous frappiez aux portes, est-ce que c'était unanime les réponses des gens lorsqu'ils constataient l'ampleur de ce qui pouvait advenir, c'est-à-dire de voir presque raser 20 à 40 de ce boisé-là? C'était quoi les réactions lorsque vous frappiez aux portes? Bien, effectivement, la réponse des gens, en fait, c'était que, la mobilisation, elle est faite sur un secteur donné, là, Belle-Hubert, vous voyez toutes les rues qui sont nommées dans la mobilisation. Essentiellement, c'est des gens qui ont acheté cette maison-là pour profiter du boisé, pour aller faire la marche, la tranquillité, tout ça. Donc, les gens ne veulent pas que le boisé disparaisse, ils tiennent, ils se sont établis là pour cette raison-là. Oui. Et quand vous êtes allé porter votre... là, c'est toujours au printemps dernier, là, puis on va de façon chronologique le ramener à cet automne. Oui. Lorsque vous êtes allé porter votre pétition du côté de la ville de Laval, c'était toujours M. Demers qui était à ce moment-là maire et son équipe, donc de Laval. Quelles ont été les réponses, les échos que vous avez obtenus de la part du conseil de la ville à l'époque? Là? Dans le fond, nous autres, on avait posé une question à M. Demers-Boyer, Poisson et M. Trottier, puis au conseil de ville du 4 mai dernier. Puis, dans le fond, M. Trottier était convaincu que le boisé, il fallait qu'il soit sauvé parce que le milieu humide dans ce boisé est situé dans le milieu. Ce qui fait que la forêt est vraiment séparée en deux. Fait que, présentement, il y a juste 15 mètres qui est sauvé de chaque bord de la forêt, mais les sentiers sont un petit peu plus loin. Puis, lui, on l'avait convaincu. Les autres, il fallait suivre le mouvement. Il disait comme quoi qu'il avait déjà sauvé des lots dans le boisé d'Auteuil. Mais nous, on ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a le Repensons Laval, présentement. On pouvait envoyer des mémoires parce qu'ils sont en train de retravailler sur le type de zonage, présentement. Puis moi puis Mélanie, notre organisme existe depuis début avril. Puis on a tout créé une mobilisation citoyenne pour faire changer les choses. On a fait, moi puis des voisins, des cabanes à oiseaux. Oui. En priori, pour, du moins, identifier les sentiers, parce que c'était ça qu'on cherchait. Puis, on a fait des cabanes, puis moi, étant en loisir avant, je me suis dit, il faut sensibiliser les jeunes, il faut qu'ils comprennent l'importance de la nature, il faut qu'ils comprennent que quand on est Lavallois, quand on est à Laval, on dit tout le temps, Laval, c'est comme Montréal, mais avec la campagne. Puis là, il en reste de moins en moins, puis on le voit. Ouais. Fait qu'on a fait une journée d'activité dans le bois directement, où est-ce qu'on a invité les jeunes à venir peinturer les cabanes à oiseaux, écrire leur nom en dessous, dire aux enfants, vous le savez que le boisé est habité, il y a des chevreuils, il y a des renards, il y a des écureuils, il y a des chouettes. J'ai vu des photos, d'ailleurs, sur votre page Facebook, là, du regroupement, là, justement, des renards, là, puis je vois plein de gens qui commentent et qui disent « moi, je ne l'ai pas vu, il est où, dans quel secteur? » Donc, il y a vraiment un engouement, c'est indéniable, de la part des citoyennes et des citoyens, des familles également. Puis vous, là, vous tenez des activités aussi ces jours-ci, là, du côté du mois de décembre, par exemple, en lien avec Noël, je pense, pour les familles qui nous regardent peut-être de ce secteur-là. Là. Oui, on ne l'a pas encore annoncé. C'est un scoop. Un scoop, OK, un scoop, on l'aura ici. Oui. On peut-tu en parler un peu? Est-ce qu'on peut décliner un peu? Oui, on peut l'entendre. Mélanie, vas-y. Bien, en fait, oui. Alors, ça va être le Père Noël dans mon boisé. Donc, ça va avoir lieu les 10 et 11 décembre, de 18h à 20h. Donc, on invite les enfants du quartier et des autres quartiers à venir visiter notre boisé, à venir rencontrer le Père Noël, à apporter la liste de cadeaux. Les parents pourront prendre des photos. Tout ça va être dans un décor vraiment absolument féerique. Ça va être décoré, ça va être magnifique. Alors, on les invite à venir dans le boisé. On souhaite un peu de neige, hein? Je pense que ce serait bienvenu. Ça va être féerique. J'ai aucun doute dans la forêt en plus. Puis là, je ramène un petit peu le dossier parce que c'est pas terminé, là, cette histoire-là. Là, parce que là, présentement, on a en plus un nouveau conseil qui a été élu en novembre dernier. Oui.
avec M. Boyer, donc, qui est le maire, toujours avec le même parti, le mouvement Lavallois de M. évidemment Demers qui s'est retiré. Est-ce que vous avez peur que ça change? Est-ce que vous avez peur que vos mobilisations que vous avez faites, finalement, que ça a été fait un peu pour rien, ou du moins qu'il y ait des changements dans l'écoute et dans la façon de traiter le dossier avec le nouveau conseil en place? On fait jamais rien pour rien dans la vie. Si on se mobilise, c'est dans le but de faire changer les choses. Si jamais on ne réussit pas à sauver le boisé, au moins on va avoir la chance de dire qu'on a fait quelque chose. Puis, on a fait un ramassage de déchets, on a fait la course des pompiers, il va y avoir l'activité de Noël qui va être faite, puis il y a le mémoire où est-ce qu'on a fait beaucoup de recherches pour faire en sorte que ça soit sauvé, le boisé d'Auteuil, parce qu'on a fait rentrer Canopé, qui est un organisme lavallois, le CARE de Laval, qui sont venus faire des études. Les deux sont venus expertiser le boisé dans le fin de nous aider dans le mémoire. On a trouvé des érables noirs, une espèce en voie de disparition, une espèce protégée. Ils ont acheté 2 îles présentement à Laval parce qu'il y avait des érables noirs. Puis nous, on en trouve aussi dans le boisé d'Auteuil. On espère fortement que notre mémoire soit élue, compris et accepté afin que, quand ils vont refaire le zonage, ils nous donnent la zone T1, qui est à dire une zone naturelle. On n'a pas besoin de se rebattre à chaque fois qu'il va y avoir peut-être un projet qui va être annoncé. Oui. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite parce qu'en plus, présentement, le Québec doit, puis a promis de se rendre à 17 de tout l'espace du Québec de protection. Et ça passe par nos villes. Surtout, évidemment, on le disait, avec le grand développement, l'étalement urbain qui se fait de plus en plus. Tu sais, présentement, dans les Laurentides, là, c'est fou comment ça va loin, le développement, là, si je l'étends plus largement. Là. Et donc, il faut protéger nos aires ici, nos endroits naturels, comme le boisé d'Auteuil. Alors, tenez-nous au courant de la suite des choses. Je veux que vous reveniez nous tenir au courant, que vous... Avec plaisir. Parce que c'est important. Pour moi, c'est un dossier qui me tient à cœur, le boisé d'Auteuil. Et puis, on sera là pour vous accueillir. Puis, je poserai des questions à M. Boyer. Il est supposé venir nous voir prochainement. Alors, je m'engage à poser des questions à M. Boyer là-dessus. Parfait, parce qu'on lui a... Merci, c'est vraiment. Allez-y. On lui a écrit une lettre récemment avec un beau petit cadeau que les enfants ont fait du boisé d'Auteuil, des décorations de sapin, afin de le sensibiliser à la lecture du boisé. Puis, moi, j'ai gardé mon manteau aujourd'hui. C'est justement pour vous inviter à venir visiter les boisés à Laval, parce qu'il y en a plus que le boisé d'Auteuil, il y a le boisé de l'Équerre, il y a le boisé de Naples. Fouillez, allez vous ressourcer, c'est ce qui fait notre essence. Avec plaisir. Merci à vous deux d'être passés nous voir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. En tant que consommateur, vous êtes, c'est sûr, ces jours-ci, sur les sites web à faire des transactions en ligne. Est-ce que, de l'autre côté, les différents commerçants détaillants sont bien armés pour faire face à cette, justement, montée en flèche de l'achat en ligne depuis aussi le début de la pandémie? On va vérifier le tout parce qu'il y a un programme qui est mis sur pied pour aider les commerçants détaillants, dont vous, les consommateurs, de toute façon, vous allez en bénéficier. Il est avec nous, le directeur général adjoint d'AQT, soit l'Association québécoise des technologies, M. Marc Lapointe. Merci d'être avec nous. Bien, bonjour, merci de l'invitation. Bien, grandement plaisir parce que, je le disais, des deux côtés, ça peut avoir une incidence autant en tant que consommateur qu'en tant que commerçant détaillant pour les prochaines minutes ensemble. Je lisais cette statistique-là. Je commence avec ça. On disait qu'il y a 36 % des détaillants québécois qui réalisaient donc des ventes en ligne au début de la pandémie, alors que de l'autre côté, justement, il y avait plus que 80 % des Québécois qui achetaient en ligne. Et quand on regarde les chiffres, quand on fait l'analyse, le reste du Canada, les autres provinces, le Québec qui est en retard, notamment avec sa province voisine, l'Ontario ou d'autres. Pourquoi Québec est en retard là-dessus? Bien, dans le fond, on n'a pas la raison exacte là, pourquoi le Québec sera en retard par rapport aux autres provinces ou ailleurs dans le monde. Ce que je pourrais dire, c'est que les détaillants québécois et l'acheteur québécois, c'est des gens qui aiment le relationnel, fait que peut-être que l'habitude n'était pas encore ancrée. La pandémie a bousculé tout ça, a accéléré les ventes en ligne. Et les détaillants québécois n'étaient pas très présents, donc c'est pas eux qui ont ramassé, dans le fond, la manne qui s'est passée là, pendant la pandémie. Parce qu'ils n'étaient pas prêts, justement, à faire face à cette situation-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a à peu près 36 %, vous le disiez tantôt, des détaillants qui ont une présence en ligne. Puis ça représente à peu près 12 % des ventes moyennes des gens qui ont un site transactionnel. Donc, c'est loin d'être comparable avec ce qui se passe dans l'industrie, là, même si on
on ne veut pas se comparer aux 2-3 gros. Là. Il y en a plein d'autres qui vendent en ligne aussi. Là, donc, mais toujours en parlant un peu de statistiques, vous m'en aviez glissé une avant qu'on ouvre les caméras, puis je trouvais ça intéressant de l'amener pour le bénéfice des gens qui sont à l'écoute, parce que ça fait mal, la pandémie, à nos ça le fait mal, effectivement. Il y a 52 des détaillants québécois qui ont vu leurs ventes diminuer pendant la pandémie. Oui. Puis en même temps, bien, les ventes en ligne ont été propulsées de 118 donc, il y a quelqu'un qui n'a pas profité de ça, puis c'est nos détaillants québécois. Il faut absolument qu'on entreprenne la transformation numérique de ceux-ci. Là. Et là, justement, il y a ce premier programme qui est créé conjointement avec l'Association donc, des Québécoises des technologies pour lesquelles vous êtes directeur général adjoint et l'École des entrepreneurs aussi du Québec. Oui. Donc, on offre ce premier programme pour accélérer le virage numérique. Qu'est-ce que c'est, ce virage numérique, ce premier programme? Oui, dans le fond, le programme, on l'a nommé Mon commerce en ligne, moncommerceenligne.org, tout simplement. C'est un programme d'accompagnement où on veut travailler avec le détaillant, l'équiper pour débuter, poursuivre ou compléter sa transformation numérique parce qu'on va faire 14 heures d'accompagnement avec lui. La grande différence, je dirais, avec d'autres initiatives qui ont déjà eu lieu, on va positionner la transformation numérique dans le plan stratégique du détaillant. Donc, la part de l'école, entre autres, c'est que leur coach, leur accompagnateur, c'est des spécialistes de modèles d'affaires, de plans de croissance. Puis on veut s'assurer que l'initiative de transformation numérique fait partie du plan de l'entrepreneur, du détaillant, pour pas que ce soit juste un coup de 14-15 heures, puis qu'après ça, bien... Il soit laissé à l'abandon. Oui, exactement. Ça ne puisse pas être profitable pour l'entrepreneur. Parce que, ni plus ni moins, c'est une seconde boutique. Bien, ouvrir un site web transactionnel, c'est comme ouvrir une deuxième boutique. Tu sais, je fais souvent la blague. Tu peux pas dire j'ai eu une commande d'une paire de jeans, puis je vais aller la chercher sur le rack dans le magasin, puis l'envoyer. C'est à un moment donné, ça marche pas. C'est pas ça du commerce en ligne. Donc, il y a toute une infrastructure à mettre en place. Mais il y a plusieurs petites étapes aussi à faire avant d'arriver avec un site transactionnel. Et quelles sont ces étapes, juste comme ça, par exemple? Bien, dans le fond, le programme, c'est ce qui va nous aider à faire. Fait qu'on va faire d'abord et avant tout un diagnostic avec l'entrepreneur, avec le détaillant. Diagnostic entrepreneurial, t'es où? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi les moyens que tu as? C'est quoi la vitesse à laquelle tu veux aller? As-tu des ressources financières? As-tu des ressources humaines? On va essayer de camper tout ça dans le plan d'affaires. Puis après ça, bien, le diagnostic numérique. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais pas? Qu'est-ce que tu as mis en place? As-tu un site web? Es-tu sur Facebook? Ton adresse, es-tu juste avec ton horaire sur Google là, quand on tape ou pas du tout? T'sais? Fait qu'on va partir avec le détaillant d'où il est. Il y en a qui sont déjà transactionnels. Bien, est-ce que c'est lié à l'inventaire? Est-ce que la logistique a été mise en place? Donc, et parfois, tout dépendant le secteur d'activité pour lequel l'entrepreneur est dans le commerce, est-ce qu'il y a aussi des modèles aussi de plateformes ou de façon de fonctionner aussi qui va différer d'un secteur d'activité à l'autre, j'imagine, aussi dans la façon aussi de... Dans le fond, la part de nos conseillers techno là, qui vont accompagner le détaillant dans l'implantation ou dans la définition du plan de transformation ou d'adaptation du numérique, c'est là que ça va jouer. C'est qu'on va regarder en fonction, effectivement, des habitudes d'achat, de type de clientèle, de type de produit. Quand tu es dans le périssable, c'est pas la même chose que si tu es dans l'inventaire fixe. Ouais. Tu peux avoir de l'inventaire qui peut être livré 5 jours après, 2 jours après. Il y a toute cette dynamique-là qui va être regardée aussi avec le détaillant. Là. Puis en contexte de pénurie de main-d'œuvre, actuellement, ça peut devenir encore plus, je dirais pas problématique, mais disons, ça demande aussi pour les entrepreneurs de bien s'entourer aussi, parce que devient une main-d'œuvre qui doit être qualifiée pour gérer ça au quotidien, cette deuxième boutique-là dans leur entreprise. Là. Je vous dirais, l'avantage, dans le fond, du programme, c'est qu'il va aider aussi l'entrepreneur à trouver les meilleurs partenaires avec qui travailler. Partenaires techno, partenaires logistiques, on a accès à une banque de fournisseurs qu'on va inviter à répondre à des demandes de soumission qui auront été auditées. Donc, il y a comme un processus pour pouvoir être présenté comme fournisseur potentiel. Il y a une étude de ton dossier qui est faite. On va vraiment outiller le détaillant, dans le fond, aussi à faire ses premiers choix avec nous, mais après ça, d'être capable de poursuivre la transformation, bien conscient qu'un premier 14 heures, bien qu'il y ait accès à une centaine d'heures de formation aussi là, dans le programme, c'est peut-être pas assez pour aller, dépendamment de où on parle, jusqu'au bout. Là. C'est ça. Et le consommateur, lui, j'imagine, est-ce qu'il a été un peu sollicité pour connaître un peu sa réalité, type de marché ou pour le consommateur québécois moyen? Tout à fait. On a plusieurs données, là, un peu de ce qui se passe, de comment les consommateurs aiment
acheter comment ils aiment. Tu sais, le défi que les Québécois ou les détaillants québécois ont, c'est quand tu commandes chez Amazon à 8 h le soir puis tu l'as le lendemain matin à midi, on est dans une autre dynamique que ce que le petit détaillant du coin peut offrir. Par contre, le consommateur québécois, de savoir qu'il achète à sa boutique où il va normalement, puis que ça prend une journée et demie au lieu de 12 heures, il est capable de vivre avec ça. T'sais. Il peut aussi... parce que le programme peut aussi aider à amener plus d'achalandage à la boutique, hein, de ramener les gens au magasin plutôt que d'acheter en ligne. Ça va faire partie des stratégies qu'on va regarder aussi avec le détaillant là, dans les créer aussi un sentiment d'appartenance tout à fait. pour le consommateur. Parfois, on choisit plus une marque ou une boutique qu'une autre parce que aussi on a un service, mais aussi un sentiment d'appartenance envers cette marque-là. Puis ce qui aide, c'est que présentement, on le vit, là, le achetons québécois, encourageons notre propre économie, notre autonomie, bien, fait force d'outils de communication là, qui nous aident beaucoup et grandement là, à convaincre les détaillants à embarquer avec nous dans le virage numérique. Achetons québécois, la période des fêtes est là pour ce dernier moment de l'année. Monsieur Marc Lapointe, merci beaucoup. Bien, merci infiniment. Toujours heureux de l'accueillir. Elle est toujours splendide. Valérie Laflamme, salut. Salut, ça va bien? Bien, certainement. Mais là, il y a quelque chose que tu m'as dit avant d'ouvrir les caméras. Peut-être on sous-estimait ton talent de sportive et d'hockeyeuse. Tu as été gardienne de but. Oui, pendant plusieurs années, je jouais avec les garçons. Wow! Ouais. OK, puis même élite, là. Oui, j'ai joué compétitif. OK, on va faire une chronique de hockey. On va faire une chronique sportive d'abord. Que penses-tu du Canadien de Montréal cette année? Je ne ai pas trop écouté, mais je sais que ça va pas très, très bien cette année. Le match hier, je pense qu'on a pris toute une volée. Une volée, moment de se parler, effectivement, contre les Capitals de Washington. Bon, voilà pour la chronique sportive. On va tomber maintenant dans quelque chose de, je pense, lequel on connaît aussi ton expertise, soit l'ensemble tailleur. Et il faut dire aussi, ce sera une chronique pour les fêtes qui s'en viennent. Exactement, les tendances pour le temps des fêtes. Et tout d'abord, l'ensemble tailleur, tu nous suggères quoi? Bien, moi, je propose l'ensemble tailleur. On voit souvent les femmes pour le temps des fêtes, des robes et tout, mais là, ça suffit. On peut porter le pantalon aussi. Donc, l'ensemble tailleur, le blazer avec le beau pantalon, on peut le porter d'une façon un peu plus coquine, chic, avec une belle camisole de dentelle en dessous. Sinon, si on n'est pas trop à l'aise ici, on peut le porter avec un beau chandail col rond qui va élever nos looks tailleur-pantalon pour le temps des fêtes. Est-ce que la tendance le fait qu'on était en télétravail, tu sais, on avait on s'était bien en mou, là, mais tu sais, du mou chic, là. Oui. Tu sais, est-ce que tu nous suggères ça quand même durant la période des fêtes? Est-ce que... Ben oui, tu sais, comme moi, je porte aussi aujourd'hui un petit tricot sweater de façon comme plus élevée. Dans le fond, le tricot, il n'est pas seulement pour être confortable en mou, mais on peut le porter avec un beau pantalon, une belle jupe, puis ça va nous faire un look du temps des fêtes. Super. J'aurais une suggestion plus loin à te parler concernant le moins chic peut-être, mais pour l'instant, restons dans le chic. Le romper chic. Exactement. Donc, c'est l'ensemble, mais avec des shirts. Dans le fond, au lieu que ce soit une robe, c'est une shirt au bas pour les jambes. Puis, on peut le porter avec un beau collant en dessous, une belle botte, ou même simplement la jambe nue. Puis, ça va faire un look super beau et très confortable aussi. Tu sais, dans le temps des fêtes, souvent, on va danser. Les parties recommencent un peu. Je pense que les pistes de danse sont ouvertes maintenant. Si. Donc, c'est très confortable pour nos parties du temps des fêtes. Là, moi, le satin, pour moi, c'est pas nécessairement heureux comme souvenir. Ben, dans le sens que c'est pas que c'est malheureux, mais tu sais, j'ai en tête, puis j'aime beaucoup ma tante Marielle, bonjour, mais ça me rappelle sa robe de satin, puis genre de l'alcool qui avait comme déversé sur moi. Dans un défunt party passé, dans un lointain aussi. Donc, ça revient à la mode, le satin. Exactement. C'est une option qu'on peut envisager. Exactement. Donc, on a vu depuis quelques années, les robes de satin sont très, très populaires. Mais là, on a aussi les chemises de satin qui sont super cute. Et aussi, on a les pantalons. Donc, un peu l'ensemble, comme on disait à la maison, comme pyjama chic. Donc, on peut porter le blouson et le pantalon de satin, puis ça nous fait un super beau look élevé. Sinon, on peut toujours porter juste la chemise de satin avec une jupe, un pantalon. OK. Puis, d'ailleurs, tu as ouvert la brèche des pyjamas. Oui. Les pyjamas, tu penses quoi de ça? Les pyjamas, il y a des pyjamas laids, des pyjamas à pattes, tu sais. Oui. On peut se lâcher là, c'est très créatif, mais toi, tes pyjamas préférés, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment... Tu sais, parce que là, il y a satin, là, comme tu parlais, mais si on veut aller dans quelque chose de plus, peut-être, disons, simple ou peut-être, tu sais, quelque chose d'un peu plus en mou, par exemple, tu suggères quoi? Mais moi, j'adore les shirts pyjamas. OK.
c'est confortable, c'est beau. Puis on peut le porter de façon un peu plus chic aussi avec un petit sweater par-dessus. Ouais. Sinon, les pyjamas à jambes droites, c'est toujours un classique qui fait aussi chic, mais pour le temps des fêtes, je dirais pas non le petit ugly sweater pyjama de Noël. Le chandail laid de Noël, là, comme on dit. Exactement. Puis des fois, avec une robe de chambre par-dessus pour assortir le tout, là, ça peut être intéressant. Soyons créatifs aussi en parlant des pantalons de cuir. Exactement. Depuis quelques années, les pantalons de cuir, mais vegan, prennent de l'ampleur dans nos boutiques. Puis je pense que c'est un look qu'on peut porter aussi dans la vie de tous les jours, puis pour le temps des fêtes. Donc, c'est un 2 en 1. Donc, avec un beau pantalon de cuir, on peut l'ajuster avec une autre de nos tendances, la chemise de satin ou encore un petit sweater pour élever le pantalon, un petit bottillon talon, puis le tour est joué. Puis, est-ce que le fait que ce soit, là, puis ça, c'est peut-être une question très niaiseuse de ma part, puis je l'assume complètement si c'est le cas, mais est-ce que le fait qu'il y a maintenant, c'est vegan, comme tu disais, pour le cuir, est-ce que la condition pour le garder le plus longtemps, de bonne qualité? Tu sais, des fois, tout dépendant de la qualité du cuir, ça peut s'effriter au lavage. Je veux dire, il peut y avoir le fait que la texture, finalement, vienne moins belle à long terme. Mais moi, je pense qu'avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, le pantalon de cuir, tu sais, on fait attention, on le lave à la main, à l'eau froide, puis je pense qu'il va se garder intact. Moi, j'en ai déjà depuis 2 ans, puis ils sont encore super beaux. Je les porte encore très régulièrement, au moins une fois par semaine, puis la qualité, elle est intacte. Surtout du cuir vegan, on en prend soin. Là. C'est une bonne technique. OK, parfait. Bien, merci d'avoir répondu à cette question-là. Je me trouve plus intelligent au moment de faire l'entrevue. Et la paillette, donc, parce que la paillette, c'est un incontournable pour être festif. Je pense que ça va jamais sortir de nos garde-robes pour le temps des fêtes, la paillette. On peut avoir un ensemble tout simple avec un bijou de paillettes, une broche de paillettes, puis le tour est joué. Ça donne tout le temps un effet wow à nos looks, que ce soit une robe ou un veston. Tu sais, on parle de la tendance du veston, on peut juste ajuster un veston en paillettes scintillant avec un ensemble noir en dessous, puis le kit du temps des fêtes. Ben oui. Puis célébrer la nouvelle année, par exemple, tu t'imagines avec une coupe de champagne pour accueillir la nouvelle année. Puis, tu sais, j'ai l'impression que la paillette, par contre, il faut l'assumer. Hein? Est-ce que c'est ça, quand même? Faut pas avoir peur de briller. Oui, c'est ça, c'est sûr. Et toi, ça te va bien, d'ailleurs. Merci. Toujours pour ces suggestions. Il nous reste un peu de temps parce que là, pour les hommes qui nous écoutent, le loafer, je pense. Ben oui, la chaussure loafer, moi, je trouve que c'est un incontournable dans la garde-robe d'un homme. C'est toujours un soulier qu'on peut porter avec un ensemble super simple. On met un petit loafer, ça élève, ça rajoute un côté élégant. Puis si on va avoir un petit look un peu plus funky, on peut mettre une chaussette de couleur, un peu comme on l'avait vu avec les fameuses sandales à ma chronique pendant l'été. Mais là, on peut rajouter une petite chaussette de couleur, puis ça peut donner un petit look un peu plus funky. Et un trouser aussi? Oui, un pantalon propre, coupe droit. On peut porter simplement avec un T-shirt blanc ou une chemise, un sweater, puis le pantalon coupe droit, ça va être un item élégant dans le kit du temps des fêtes. Bien, je te souhaite, on va peut-être se revoir évidemment d'ici là, mais tiens, de joyeuses fêtes. Merci. Joyeuses fêtes à tout le monde qui nous écoute. Oui, exactement. Un grand merci. Une chose qui est certaine, si tu veux mettre ta dinde au four le 24, il faut que tu la fasses dégeler dès maintenant. Bon, je voulais faire un petit gang pour commencer avec Isabelle Dominique-Cros que, évidemment, je veux retrouver parce qu'on parle de bouffe, on parle de temps des fêtes qui s'en vient très prochainement. On veut se mettre un petit peu en forme, question de rentrer dans le kit de Noël. Isabelle Dominique-Cros, merci d'être là. C'est un plaisir, toujours un plaisir de te retrouver. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. C'est occupé, mais ça va bien. Je dois t'avouer que, par contre, le temps, tu sais, fin novembre, début décembre, commence à peser, là. Vraiment, on a hâte, je pense, d'avoir un petit congé bien mérité, là. On dirait que l'automne a été très chargé pour tout le monde, hein? Oui, je pense que ça a été un peu essoufflant, le retour à un rythme de vie un peu plus normal, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais je pense qu'on est tous rendus à l'étape où on apprécie le fait de sortir de chez nous, de faire ce qu'on aime, de travailler, tu sais, dans nos domaines respectifs. Mais essoufflé, fin d'année, on a hâte. Oui, moi, j'ai mon sapin déjà d'installer depuis 2 semaines, un peu de magie. Oui. Bien, il faut, puis je pense que c'est ça qui fait que ça compense pour aller, pour se rendre jusqu'à Noël. Puis en même temps, bien,
moi, j'étais rendu bien. Là. Pour vrai, j'étais rendu bien d'être en pandémie puis d'être tu sais, je te dis pas d'être confiné, de pas voir du monde, ça, c'est plate, mais tu sais, en même temps, de devoir rentrer à 21h30, pour moi, je trouvais ça cool parce que, je veux dire, j'avais une hygiène de vie davantage, je te dirais, sain, dans le sens où je me couchais plus tôt, puis j'avais plus d'énergie encore plus, même si je suis un gars actif, puis je m'entraîne beaucoup, mais n'en demeure pas moins que je pense que collectivement, on avait aussi une meilleure forme, puis ça aidait pour la santé mentale, puis pour l'équilibre, de juste être à la maison, puis d'être pas non plus trop dans un rythme incessant, finalement, là. Oui, je pense que c'est vrai que la pandémie nous a permis de redécouvrir ce qui était prioritaire, important pour nous, mais le temps qu'on saurait en déplacement, c'était du temps qu'on avait pour faire autre chose. Exact. Puis là, on l'a plus, même le trafic, tu sais, faut le considérer dans nos déplacements, le stress qui vient avec le trafic, les dépenses supplémentaires aussi, je pense. Exact. Mais on ne s'ennuie pas nécessairement de cette période difficile, mais il y a des trucs qui nous rappellent que la qualité, c'est plus important que tout. Et justement, donc, pour tenter de garder ces bonnes résolutions que tu nous donnes à longueur d'année, avec l'hiver qui s'amène, bien sûr, là, dont on va entrer davantage avec la fin décembre puis le temps des fêtes aussi, c'est quoi que tu nous suggères pour aussi bouger à deux? Bien, d'abord, je pense que ce qu'il va falloir faire dans pas long, c'est se permettre de ralentir. Je pense qu'on a tous besoin, on a accéléré beaucoup après la grande troisième vague de la COVID. Et là, j'ai l'impression qu'avec le froid, la fatigue, le stress, on va avoir besoin de ralentir, mais on peut joindre l'utile à l'agréable en peut-être bougeant à deux, se motiver à prendre du temps avec quelqu'un qu'on aime, se motiver à avoir une petite compétition amicale avec des gens, peu importe, ça peut être des collègues, des amis. Alors, c'est de mélanger un peu pour rendre ça plus plaisant, pour peut-être augmenter la motivation, diminuer la chance qu'on repousse au lendemain, qu'on repousse complètement. T'as-tu un complice, toi, avec qui t'arrives à bouger? Oui, j'ai une amie, une grande amie avec qui on va faire de grandes marches ou du moins, on va courir parfois ensemble. C'est sûr que, et c'est là que je voulais en venir aussi, c'est qu'elle est moins en forme que moi, donc je dois ralentir, adapter, si tu veux, aussi ma course en fonction d'elle. Mais en même temps, moi, je compense par d'autres activités ou par d'autres occasions où je vais seul. Donc, c'est là où parfois, il faut juste faire preuve d'ouverture aussi, si on n'a pas quelqu'un qui a la même condition physique que nous, là. Oui, faire preuve d'ouverture et peut-être un peu comme dans nos relations aussi, c'est que pour certaines personnes, on va être la personne qui est plus avancée, qui peut donner des conseils, mais en même temps, rechercher aussi des gens qui sont plus avancés que nous, peuvent nous apporter quelque chose également. Donc, c'est intéressant ces dynamiques-là. Puis en même temps, tu ne veux pas t'empêcher de bouger avec quelqu'un qui ne bouge pas au même rythme que toi, mais en même temps, tu ne veux pas perdre ta cadence et ta motivation. Exact. C'est intéressant ce que tu dis. Puis, trouver l'équilibre. Tu sais, c'est toujours une question de trouver l'équilibre. Mais je pense qu'on finit par le faire. Tu sais, si tu cours avec une amie qui court moins vite, tu peux lui dire, écoute, je fais un dernier petit tour de piste un peu plus vite, puis je te rejoins, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Exact. Puis aussi, je voulais savoir, parce que moi, c'est le cas de ce que je veux faire, de ce que je vais faire aussi, parce que parfois, évidemment, je te partage un peu mes courses et ma progression. Et là, je veux garder ce rythme-là durant l'hiver. Je veux garder, évidemment, puis continuer de progresser. Est-ce que c'est bon d'aller consulter un entraîneur, d'aller suivre un programme intérieur, puis peut-être nous suggérer quelques éléments là, déjà pour bien choisir nos programmes d'entraînement aussi, là, si on veut continuer de progresser dans nos différentes disciplines? Oui, bien, très bonne question. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Je dirais, dans un premier temps, c'est toujours intéressant, pertinent d'avoir un entraîneur qu'on consulte sporadiquement. Pas besoin d'être toujours la même personne, mais revalider qu'on est sur la bonne voie, revalider qu'il y a une progression, revalider les objectifs. L'hiver, c'est intéressant de savoir, est-ce que, de façon réaliste, si j'aime courir, est-ce que je vais le faire à l'intérieur ou est-ce que moi, j'aime courir juste à l'extérieur? Si la réponse, c'est j'aime pas ça courir à l'intérieur, est-ce qu'il y a un autre style d'entraînement qu'on peut faire pour l'hiver, modifier un peu la séquence pour continuer à se tenir en forme, être, tu sais, comme toi, tu fais du hockey, donc changer de sport, parfois, ça fait la job, comme on dit. Changer de, tu sais, si moi, j'aime ça l'hiver, être à l'extérieur,
modifier mes plans d'entraînement, peut-être pas m'abonner à un gym, mais me payer des cours de snow. Oui. Tu sais, là, je donne cet exemple-là parce que ça prête. Tu sais, plusieurs gens sont en train de penser à ce qu'ils vont faire, tu sais, quand la neige va arriver enfin et qu'elle va rester. Alors, allez-y toujours en fonction de ce que vous pensez que vous allez faire. Abonnez-vous pas, tu sais, le 1er janvier, parce que là, tout le monde s'abonne dans un gym. OK, tu sais, oui, super, mais est-ce que tu vas y aller? Donc, mettre son argent de façon stratégique, mais un coach sur une base régulière, sporadiquement, selon ce qu'on a besoin, toujours pertinent, et on n'est pas obligé d'être abonné dans un gym. Ouais. On peut se trouver un entraîneur qui va des fois se déplacer vers nous, ou nous, on va vers la personne. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Puis peut-être des fois, sur l'idée de bouger à deux, peut-être, tu sais, toi et ton ami, vous prenez un entraîneur de course, et là, ben c'est moins cher, c'est quand même très, très ciblé. Vous avez un spécialiste qui est là juste pour vous, et vous partagez les frais. Exact. Donc, très bonne idée. Puis sinon, ben en complément, on est à l'écoute, puis on pratique les mouvements de 2 temps, 3 mouvements. C'est une autre belle alternative. Toujours là pour ça, également sur le web, tvrl.ca, puis sur tes plateformes à toi. Hey, un grand merci, Isabelle Dominique Cros, puis évidemment, de joyeuses fêtes à toi et à toute ta famille, puis à ton petit gars qu'on aime bien. Oui, merci. Joyeuses fêtes à toi aussi. J'espère qu'on va se rejaser avant ça. Avec grand plaisir. Bien, oui, certainement. Bye-bye. Merci. Je dois dire que je lui ai un peu imposé ce film-là qui est probablement un des meilleurs films québécois de la dernière année. Déjà, on peut le décréter, même si elle n'est pas terminée. Avec L'Arracheuse de temps tirée de l'imaginaire de Fred Pellerin, le conteur, le chanteur, homme à tout faire, grand artiste. Salut, mon cher Nicolas Vincent Poirier. Salut, Alex. Content de te retrouver. Je sais que le cinéma québécois, pas que tu aimes pas, mais... J'aime le cinéma québécois. T'aimes le cinéma... Ben, pas tous les genres, je pense, du cinéma québécois. Non, je suis un petit peu plus difficile. Mais quoi qu'en général, je me trouve un petit peu difficile dans le cinéma. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, on a recours à ton expertise, parce qu'on veut avoir des critiques d'un gars qui connaît ça. Et qu'en as-tu pensé de ce film-là, L'Arracheuse de temps? Je t'attends parce que moi, je l'ai vu et je l'ai adoré. OK, bien, je vais commencer par te dire qu'un de mes films préférés, c'est le film Big Fish de Tim Burton. OK. Pourquoi je te dis ça? Parce que L'Arracheuse de temps m'a fait penser à ce film-là. L'Arracheuse de temps, c'est tellement un beau film. C'est le 3e film basé sur un conte de Fred Pellerin. Et ce film-ci, c'est vraiment mon préféré des 3. Tu avais vu les 2 autres, Les Imézac et Babine, donc? Oui, c'est ça, Babine en 2008. Oui, 2008 ou 2009. 2007 et en 2012, Imézac. Et vraiment, celui-ci, L'Arracheuse de temps, c'est vraiment mon préféré parce qu'on dirait vraiment que ça me fait penser à ce que Tim Burton fait un petit peu. Et en gros, l'histoire, pour pas rien spoiler, disons, c'est une grand-mère et son petit garçon, et elle lui raconte une histoire, un peu comme dans Big Fish. Oui. Dans Big Fish, c'est le père et son fils. Et elle lui raconte l'histoire comme quoi que comment elle a vaincu un peu la mort. L'arracheuse de temps, ni plus ni moins. C'est ça, parce que l'arracheuse de temps, c'est la mort. Et comment, dans les années 20, dans le village de Saint-Élie-de-Caxton, il y a eu un combat avec la mort. Et moi, ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est un film fantastique. Et au Québec, on ne fait pas beaucoup de films fantastiques. Et le réalisateur, Francis Leclerc, lui, c'était important pour lui. Pour faire ce film-là, il fallait qu'il y ait les moyens. Parce que ce qu'il a déjà dit, c'est qu'à un moment donné, bon, ça paraît, quand on essaie de faire quelque chose de plus gros, on n'a pas les moyens, ça peut avoir l'air un petit peu cheap. Et lui, vraiment, voulait que ça allait l'air vraiment d'un beau film fantastique à la hauteur de n'importe quel autre type de film comme ça. Puis de ses ambitions, puis c'est un beau film visuellement, là. C'est un beau film. Écoute, le film a eu 7 millions de budget, mais c'est pas pour ça que le film est vraiment excellent. Oui, l'argent aide beaucoup, la réalisation aide encore plus, mais surtout, c'est Arnaud Brisebois qui aide énormément. Et qui est-il? Eh bien, c'est le concepteur visuel du film. Et lui a travaillé, entre autres, sur Blade Runner 2049, Arrival. Avec Denis Villeneuve, avec des films de Denis Villeneuve. C'est ça. Donc, d'aller chercher quelqu'un comme ça,
ça a grandement aidé au film. Je veux dire, ce film-là, on le compare un peu à Easy Mézac, on le voit tout de suite qu'il y a une différence, ou même Babine. Là. C'est deux films que j'ai bien aimés aussi, mais disons que celui-là, il est vraiment excellent. C'est un film qui est quand même assez long, pas loin de 2 heures. Oui, bien c'est ça. Moi j'ai adoré le film. Je suis dithyrambique, mais c'est vrai qu'il y a certaines longueurs dans ce film-là. J'aurais peut-être réduit d'une 15aine de minutes le film à certains endroits, certains moments. Il y a certaines longueurs, mais par contre, dans un blockbuster américain, 15 minutes de trop, c'est ce qui peut faire qu'on décroche complètement de l'histoire. Dans ce cas-ci, oui, il y a peut-être quelques minutes de trop, mais visuellement et aussi les acteurs, tout le monde est excellent dans leur rôle. C'est pas grave si c'est 15 minutes de plus, on ne décroche pas. Et parlons-en de certains acteurs, parce que la distribution, pour moi, veut tout dire. On n'a qu'à penser à des noms que les gens vont connaître, des habitués. Marc Messier, par exemple, Pierre-Luc Funk, bien entendu. Tellement bon. Il est drôle en rôle de curé. Dans son rôle de curé, ah oui. Tellement bon. Ah non, puis c'est un gars qui a un sens comique, il peut tout faire, il peut même jouer du dramatique, parce que c'est un film qui est une comédie dramatique, parce que, évidemment, on parle de la mort, mais on rend ça de façon lumineuse, ce sujet-là. Ça porte à la réflexion. Et ce que j'ai aimé, tu as parlé évidemment de la relation entre un petit-fils et sa grand-mère. Bien sûr, c'est le petit Fred Pellerin qui est incarné par un jeune Oscar de Gagné qui en est à son premier film. En plus, quel jeune rafraîchissant. Jade Charbonneau aussi, oui. Son premier film, mais elle a déjà été dirigée par Francis Leclerc à la télé. Exact, elle est connue pour plusieurs rôles, dont dans 5e rang, mais ce que je veux apporter, moi, c'est dans ces derniers mois où les personnes âgées ont été beaucoup, malheureusement, en ont subi beaucoup avec la pandémie. Il y en a beaucoup qui sont décédés. Je trouve que ça amène une belle réflexion puis une belle discussion avec nos personnes âgées sur la richesse, la transmission du patrimoine, parce que Fred Pellerin ne s'en est jamais caché. Il dit que c'est grâce à sa grand-maman Bernadette qu'il fait des contes, parce que sa grand-mère Bernadette, c'était toute une conteuse apparemment, et qu'elle lui a transmis ce don et cette envie de faire des contes. Alors, je trouve que c'est une belle histoire aussi pour nous rapprocher de nos personnes âgées qui ont été pas mal délaissées. C'est Michel Deslauriers qui l'incarne âgé, là. Oui. Je sais pas ce que tu en as pensé de sa brillante performance, mais c'était de toute beauté. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que ce conte-là, Fred Pellerin l'a écrit en 2007, suite à la mort subite de son père. Oui. Et il disait qu'il y avait des comptes un peu à régler avec la mort. Donc, c'est pour ça qu'il a écrit cette histoire-là. Et c'est une très belle histoire. Et vraiment, c'est un film que je conseille à tout le monde. Et juste une petite parenthèse, ce film-là, dans sa première fin de semaine au box-office, il est arrivé au numéro 3 au box-office ici au Québec. Maintenant, c'est quoi les 2 autres films? Et c'est ça qui est intéressant. Au numéro 1, t'as le film Ghostbusters, qui est réalisé par Jason Reitman. Okay. Jason Reitman est né à Montréal. OK. Au numéro 2, au box-office québécois, il y a le film Dune de Denis Villeneuve, qui est né à Trois-Rivières. Et tu as celui-ci, qui est réalisé par Francis Leclerc, qui est né à Québec. Donc, c'est rare au box-office québécois que les top 3 des films, c'est 3 films réalisés par des Québécois. J'avoue, mais c'est un bel... Puis en plus, c'est 235 000 $ pour ce qui est de la ressource de temps. Alors, très bon premier droit quand même pour ce film-là. Puis n'oubliez pas aussi, parce que Fred Pellerin est aussi un auteur, compositeur, interprète, c'est lui qui chante la chanson thème « La vie qui suit la vie ». Ah oui? Oui. Alors, allez écouter cette chanson-là, elle est très poignante. Je trouve que ça nous parle encore beaucoup avec nos proches, nos choses qu'on a vécues ces 18-19 derniers mois. Là. Je trouve que ça porte vraiment aussi. Et c'est lumineux et ça porte à la réflexion, ça aussi également. Oui. Elle donne beaucoup d'espoir quand même. Merci beaucoup, Nico. Merci d'avoir parlé de ce film-là, de ce très beau film-là. Oui. Je pense que c'était nécessaire de le faire essentiel. Et je te dis à très bientôt pour une autre chronique. Et j'aimerais ça qu'on commence à parler de films de Noël ensemble très bientôt. Faire ta liste de films de Noël préférés. Tiens. Die Hard. Die Hard. Ce sera sur ces mots qu'on va se quitter. Die Hard. Salut. Depuis longtemps déjà, je suis hanté par l'idée de la mort. Salut, Fred! Salut! Si je suis devenu conteur d'histoires, d'ailleurs, c'est justement parce que je portais cette peur de la fin. Ma grand-mère, c'était une femme de parole. Elle contait souvent des légendes.
C'était des histoires vastes d'il y a 50 ans ou bien d'avant-hier qui nous emportaient loin, loin dans les incroyables. J'ai-tu raison d'avoir peur? Pas peur. Ça change rien. C'est elle qui décide. C'est qui ça, elle? L'arracheuse de temps. Un jour, j'ai compris. Pour l'immortalité à Saint-Élie-de-Caxton, il y a des légendes. Je suis content de l'accueillir. C'est une autrice que peut-être vos jeunes, que vous-même, vous connaissez parce que vous avez peut-être justement lu de ses collections jeunesse, entre autres auprès d'un public jeunesse de grands succès littéraires, Les filles modèles, Les mopettes, donc de ses collections. Et maintenant, ben, c'est plutôt sur la littérature adulte qu'on se tourne avec Marie Potvin qui est avec nous en studio. Merci d'être avec nous, Marie. Et pourquoi justement, je vais y aller comme ça parce qu'on vous a connu d'abord avec grand succès, plusieurs collections jeunesse. Et pourquoi y avoir été d'un livre plus adulte, cette fois-ci, littérature? C'est ma première passion, les livres adultes. Okay. J'en avais sorti 6 avant. Oui. Donc, et ça fait 6 ans que j'en ai pas écrit, que j'en ai pas sorti. Et puis là, j'en avais besoin. J'ai pris, j'ai pris le temps là, de faire plaisir au lectorat féminin adulte. Qui attendait depuis si longtemps. Là. La dernière fois, c'était en 2016. Ça remontait quand même. Il y a eu quelques affaires. Moi, j'aime dire qu'il y a eu, je nomme la COVID-19, il y a eu Voldemort. Ah, il y a eu, il y a eu Voldemort durant ce temps-là. Quelques événements, oui. Mais est-ce que pour vous, quand on se met en mode écriture d'un livre jeunesse versus un livre de littérature adulte, est-ce que c'est le même pour vous, la même partie créative qui s'exprime ou que c'est complètement un état d'esprit différent lorsqu'on aborde l'écriture d'un livre comme celui-là? Bien, en fait, c'est un choc à chaque fois parce que après avoir écrit 6 livres adultes, quand j'ai écrit Les filles modèles, ça a été difficile pour moi de me transposer dans la tête de jeunes de 13 ans parce que j'écris au jeu, moi, au présent. Je suis vraiment dans la tête des personnages. Donc, quand j'ai commencé dans le jeunesse, que j'ai fait pour ma fille, puis bon, je l'ai fait pour y faire plaisir au départ. Ironiquement, c'est ça qui a explosé. Oui. Mais c'est ça, c'est toujours une grosse adaptation. Et là, quand je suis revenue dans l'adulte, quand je me suis replacée dans la tête d'une jeune femme de 25 ans, et aussi je suis dans la tête de l'homme de 37 ans. Oui. Il fallait que je me replace, que je recule un peu. Là, puis OK, là, je suis dans quel état d'esprit là, pour faire ça? Et bien, ça revient. Là. Ouais, c'est revenu rapidement. Oui. Mais est-ce qu'il y a aussi de le faire tu sais, parce que j'imagine que ça a été un petit peu abordé, puis vous allez me le dire, mais le livre n'était pas complété durant la pandémie, donc vous l'avez complété durant la pandémie, ce Non, c'est ça. En fait, ce livre-là, je l'avais commencé en 2014. Okay. Puis je l'ai laissé de côté parce que le jeunesse a trop explosé. Okay. J'étais rendue au tiers là, quand je l'ai arrêté pour écrire Les filles modèles. Ensuite, il y a eu Zoé Lee, L'Allumette, il y a eu Les mopettes, etc. Puis ça a juste été comme un roulement extrêmement rapide. Là. De choses qui se sont enfilées. Parce que je me disais aussi, écrire quand dans la maison, tu sais, tout le monde est dans la maison durant la pandémie, le confinement. Souvent, je connais plusieurs auteurs ou autrices me disent moi, ça me prend du calme. Donc, j'ai ma routine, fait que là, je me dis dans la maison avec le chum, les enfants, le chat ou peu importe. Le chien, aussi. Dans mon cas. Ouais. Moi, j'ai des ados quand même, 14-18 ans. Là, donc, je sais plus, on n'est plus dans le temps. Quand j'ai commencé à écrire mes 5-6 premiers romans, ils étaient petits, puis j'écrivais avec eux autres qui tournaient autour de moi. Puis je travaillais à temps plein en plus. À ce moment-là, maintenant, je ne fais que ça. Là, j'ai cette chance-là. Mais non, durant la pandémie, j'avais mon bureau, puis j'ai été capable d'écrire, mais je me suis aussi isolée au chalet. OK, carrément pour... oui. Puis justement, d'avoir ces 2 personnages-là centraux, là, que sont bien sûr Christophe et Bobby, qui sont dans les 2 cas, on les a nommés, donc dans la jeune adulte... Parce que, est-ce que c'est un peu imprégné, parce que vous avez dit, vous avez quand même une jeune adulte à la maison aussi. Est-ce que c'est loin un peu de ce qu'elle vit, de ce qu'elle vit ou de ce que vous avez entendu parler de jeunes qui sont près de la vingtaine ou de jeunes adultes dans les thèmes qu'on aborde? Parce que vos 2 personnages centraux vivent quand même des échecs, vivent aussi de la détresse à travers Christophe et Bobby. Oui, mais mes enfants m'influencent davantage sur mes séries jeunesse. Ouais. D'ailleurs, Les filles modèles, je l'avais écrit pour ma fille. Ouais. Et je me suis beaucoup inspirée de ce que je voyais d'elle, de ce qu'on discute ensemble et tout ça,
pour Avec toi, qui est un livre plus adulte, le héros a quand même 37 ans. Bien, c'est ça. Donc, on est plus dans ce que moi, j'ai plus vécu pendant les dernières années, là, et de ce que j'ai pu voir des autres adultes, de ce qu'ils ont vécu. Là. Je suis pas c'est pas tant... la fille a quand même 25 ans. 25 ans, c'est pour ça que je me disais, votre plus vieille qui a 18-19 ans, donc des fois, on peut y voir un... Oui, un peu? Un peu, mais c'est plus comme mon vécu à moi, mes souvenirs à moi, que j'ai transposé et puis évidemment fait éclater dans une romance. Là. Oui, parce qu'il faut se dire, c'est vraiment une romance. Là. Exactement, donc, parce que je me demandais, la part de la réalité et de la fiction là-dedans, c'est... Bien, on est dans le réalisme. Dans le réalisme, ça, c'est sûr. C'est sûr. On est dans le réalisme, mais dans le réalisme un peu amélioré. C'est, par exemple, si je prends le héros, ben, je me base sur des hommes que je connais dans mon entourage, mais je les rends mieux puis je les rends pire en même temps. Là. Il faut exagérer les traits un peu. Pour, Et est-ce qu'à travers l'écriture d'un livre comme celui-là, parce que donc Christophe qui essaie d'oublier son passé tourmenté, il y a la même chose pour Bobby aussi, il essaie de s'entraider entre eux, d'être solidaires chacun dans leur vécu. Est-ce que pour vous, ça vous fait aussi réfléchir sur l'être humain? Il y a parfois aussi une quête de vouloir essayer de comprendre davantage. On pousse plus loin. Je comprends que ça demeure un livre qui veut pas nécessairement être lourd, puis qu'on veut passer un beau moment au lecteur, envoyer un message lumineux et d'espoir dans cette période d'incertitude qu'on a vécue ces derniers temps. Mais est-ce qu'il y a aussi la science humaine, la psyché des gens? Est-ce que quand même, pour vous, ça vous donne une perspective nouvelle suite à l'écriture de ce livre-là? Bien, effectivement. C'est que quand j'écris, moi, je vois le film des personnages, je vois ce qui se passe devant moi. Donc, je me suis placée, lui, est dans une maison qui est complètement, pas détruite, là, mais c'est son grand-père qui l'a élevé. Lui, il est parti à 17 ans, il revient 20 ans plus tard. Et son grand-père, c'est un ramasseur. Et puis, il a été malade dans les dernières années. Il n'a pas entretenu le terrain. Il veut s'en débarrasser le plus possible, mais il y a énormément de travail à faire. Donc, je me suis mis là-dedans, dans l'odeur de la poussière, la moisissure, la déchéance qu'il voit devant lui parce qu'il a été laissé à lui-même. Ouais. Puis, donc, il faut que je me mette que je me rappelle qu'est-ce que ça sent, comment est-ce qu'on sent quand tout a l'air d'une montagne. Parce que c'est ça qu'il vit. Lui, il arrive devant un projet qu'il ne voulait pas, premièrement. Ça lui tombe entre les mains. Ça lui tombe entre les mains. Il voulait faire vendre ça par un agent d'immeuble sans même y aller, mais il sait que le vieux, il a peut-être caché de l'argent un peu partout. Fait qu'il y va pareil. On est dans les détails, mais c'est ça. Puis pour Bobby, ben c'est une fille qui, après un traumatisme, va revivre en faisant des vols. C'est une kleptomane. Ouais. Mais c'est un peu... Ça aurait pu être l'alcool, ça aurait pu être les médicaments, ça aurait pu être autre chose. Pour elle, ça a été à voler par accident à un moment donné. Elle s'est sentie... L'adrénaline qu'on vit. Oui, elle s'est sentie revivre. Puis là, elle a comme recherché cette sensation-là. Mais là, à un moment donné, c'est avec son petit parcours. Là. Exact. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Fait que la famille a intervenu, puis ils l'ont envoyé là-bas. Est-ce qu'il pourrait y avoir pour vous une suite? Est-ce que vous comptez faire peut-être créer une nouvelle collection avec celui-là? Bien, peut-être dans le même genre. Peut-être des personnages comme, par exemple, lui, le héros Christophe, connaît le Gaillard, qui était mon dernier livre. Ouais. Puis d'ailleurs, dans le Gaillard, il y avait une enveloppe à la fin qu'on ne savait pas la réponse, puis elle est là-dedans. Donc, pour celles qui veulent suivre aussi les autres ouvrages. Ça, il y a la réponse à l'intérieur de ce livre-là, mais les personnages ne sont pas là. On en parle. Donc, on est quand même dans le même univers. Puis c'est ce que j'aimerais peut-être faire d'autres dans le même univers, mais c'est pas une suite. Cette histoire-là, elle a une fin. Elle est complète, elle est toute ficelée pour elle-même. Mais parfois, on trouve devant une belle réponse, devant l'appui des gens, des fois les lecteurs. Dans certains cas, on trouve, j'ai des autrices-auteurs que je connais, que j'ai en tête, qui ont trouvé des façons de ficeler une intrigue pour revenir avec les personnages. Les filles modèles, je l'avais écrit pour un, puis on est rendu une vingtaine de livres. Ça peut survenir. C'est actuellement donc en librairie. Marie Potvin, donc autrice, évidemment, ce livre-là avec toi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été très agréable. Merci.
Voilà, c'est presque complet pour cette émission. Je vous invite à nous écrire sur notre page Facebook de TVRL, bien sûr aussi sur notre site internet tvrl.ca. Ne ratez jamais cette opportunité de remporter plusieurs milliers de dollars. En plus, vous avez pas mal de plaisir avec le Bingo TV Laval. C'est tous les dimanches, 9h30. Et pour cette semaine, 4 000 $ en lot à gagner, dont 3 000 $ la carte pleine. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.